devant le siège de l'UNESCO à Paris, des manifestants venus maintenir la pression à l'ouverture des nouvelles négociations internationales contre la pollution plastique. Les représentants de 175 États cherchent à mettre en place d'ici fin 2024 un traité juridiquement contraignant pour lutter contre ce fléau, alors que la production annuelle de plastique a doublé en 20 ans. Mais des divergences profondes sur les mesures à prendre opposent deux groupes de pays. D'un côté, la coalition dite de la haute ambition, qui regroupe une cinquantaine d'États, dont la Norvège, l'Union européenne et le Japon. Ils souhaitent mettre fin à la pollution plastique d'ici à 2040 en réduisant la production. Un objectif porté aussi par les Nations Unies. Seule l'élimination, la réduction, une approche fondée sur le cycle de vie complet, la transparence et une transition équitable peuvent mener au succès. Car la vérité, c'est que nous ne pouvons pas sortir de ce gâchis par le recyclage. De l'autre, un groupe d'États plus réticents à réduire la production, notamment les pays producteurs de pétrole, ingrédient de base du plastique. De l'autre côté, on a plutôt les États-Unis, la Chine, l'Arabie Saoudite et la Russie qui sont moins ambitieux, qui préfèrent avoir des mesures volontaires et plutôt sur la fin de vie des déchets. Donc on va mieux collecter et recycler les plastiques. Des ONG dénoncent la présence de représentants des entreprises du secteur du plastique lors de ces discussions. 3 autres sessions de négociation sont prévues d'ici à fin 2024. Nous abordons la dernière table ronde, sortir du plastique par le droit. Alors c'est une ambition très élevée, comme on a pu voir combien le plastique était partout, dans notre environnement, mais aussi dans notre corps. Donc l'ambition donnée au droit de sortir du plastique, il est peut-être démesuré. On le verra avec les interventions des participants à cette table ronde. Donc Bénédicte Kjer-Kalat, responsable juridique de Zero Waste France, donc qui est une association qui lutte contre les pollutions liées aux déchets et qui milite pour une réduction de l'usage des déchets. Et Sophie Gambardella, qui est chargée de recherche au CNRS de l'Université d'Aix-Marseille et qui a travaillé sur le traité dit anti-plastique ou de anti-pollution plastique, dont l'intervention sera prolongée par les étudiants de la clinique du droit d'Aix-Marseille, donc sous la responsabilité du professeur Boutonnet, Oturo Boutonnet, qui ont travaillé également sur le traité anti-plastique. Et puis on verra également en dernier lieu comment les collectivités territoriales peuvent se saisir ou mettre en jeu des politiques de réduction plastique dans le cadre de la réglementation actuelle. Alors donc sortir du plastique par le droit, donc on a dit peut-être une ambition très élevée, peut-être démesurée. Il y a néanmoins des précédents de sortie de matières polluantes qui ont constitué des précédents probants. On peut notamment se souvenir des CFC qui étaient responsables de l'altération de la couche d'ozone, problème qui avait été identifié des années 70, qui a donné lieu à un traité international d'élimination de l'usage des CFC en 87, qui a donné lieu ensuite à des législations nationales pour progressivement réduire puis interdire l'usage des CFC. Et aujourd'hui, l'évolution de la couche d'ozone est satisfaisante puisque le trou de la couche d'ozone est en voie de résorption. Je ne sais plus s'il est totalement résorbé, mais en tout cas, l'évolution semble désormais certaine. Et donc, le cas CFC montre une sortie d'une matière polluante, pour le coup définitive, par le droit. Alors, est-ce que c'est possible pour le plastique ? L'enjeu et la complexité du problème
est très supérieure, puisqu'on l'a dit, le plastique est partout. Nous sommes véritablement dans une addiction au plastique. Et comme toute addiction, elle est fondée sur des bienfaits du produit dont on ne perçoit pas l'ampleur de l'effet néfaste. Alors la France, dans ce cadre-là, fait figure un peu de pionnière en ayant initié des mesures de réduction du plastique. Alors pas du plastique peut-être, mais en tout cas du plastique à usage unique, ce qui ne correspond pas à la totalité, loin s'en faut, de la problématique plastique. Mais néanmoins, la France, donc, par une loi de 2015 sur la transition pour l'énergie verte, et puis une loi de 2020 sur le recyclage et l'économie circulaire, donc a mis en place, un peu de manière pionnière, des mesures nationales pour progressivement, avec un échelonnage dans le temps, réduire l'utilisation du plastique à usage unique. Et je laisse la parole donc à Bénédicte qui va vous détailler ces mesures et peut-être vous préciser leurs limites. Merci beaucoup Didier pour cette introduction et encore une fois merci pour l'organisation de ce colloque et surtout à Sébastien pour m'y avoir convié. Et d'ailleurs, la dernière table ronde a un peu fait une transition parfaite en évoquant la question du coup qui avait plutôt ce focus en fait sur l'usage unique et qui pose des questions du coup de substitution du plastique vers d'autres matières. Et effectivement, cette question elle est centrale. Et on va voir un peu, je vais essayer de dresser rapidement un peu le panorama des mesures qui ont été prises, qui ont été inscrites dans notre cadre juridique en France et dans l'Union européenne pour lutter contre le plastique. Et en réalité, on va voir rapidement qu'on parle beaucoup de plastique à usage unique et d'emballage, mais il y a aussi une raison pour cela. Quand on regarde en fait la totalité du plastique qui a été produite, eh bien en fait les 2/3 du plastique qui ont été produits à ce jour en fait proviennent de plastiques qui ont une durée de vie inférieure à 5 ans. Et là encore, quand on regarde du coup ces 2/3, eh bien 40% de ces plastiques sont en fait des emballages. Et donc c'est aussi pour cette question que le droit est venu adresser en particulier, voilà, est vraiment venu viser les emballages. Donc finalement, les mesures contre le plastique, donc je ne vais pas vous faire un panorama de tout le droit des déchets, mais quand on s'inscrit dans le droit des déchets qui remonte un peu aux années 70-80, en fait les mesures pour venir contrer la pollution plastique, elles sont assez récentes. Donc c'est uniquement à partir des années 2015, tu l'évoquais à l'instant Didier, avec la loi transition énergétique pour une croissance verte, qu'on va avoir en fait des petites mesures embryonnaires qui vont par exemple venir interdire, on en a parlé plus tôt aussi aujourd'hui, les fameux plastiques oxo-fragmentables, parce qu'on s'est rendu compte justement elles se désagrégeaient très rapidement dans l'environnement et avaient une capacité de dispersion très forte. Donc voilà, par exemple, cette loi en 2015, elle est venue interdire ces plastiques-là spécifiquement et aussi venue interdire, on en parlait aussi un peu tout à l'heure, typiquement les couverts en plastique à usage unique, les gobelets, les récipients alimentaires, etc. Enfin, vraiment, ces produits emblématiques de usage unique liés à notre mode de vie nomade, etc., qui deviennent très rapidement des déchets. Donc là, évidemment, cette première mesure qui était juste embryonnaire, on vise vraiment spécifiquement certains produits. Évidemment, elle a été challengée en justice par les industriels qui ont attaqué devant le Conseil d'État le décret qui est venu qui permettait à cette disposition issue dans la loi d'entrer en vigueur. Mais justement, à ce moment-là, on a une décision très importante et très positive du Conseil d'État qui a rejeté finalement la requête des industriels en se fondant sur un des principes fondateurs en droit des déchets qui est la hiérarchie des modes de traitement, selon laquelle en fait quand on s'intéresse à la gestion des déchets et à leur traitement, il faut il y a une priorité qui doit être donnée à la réduction et à la prévention. Ensuite, on passe sur les mesures de réemploi et de réutilisation.
Dans un troisième temps, on arrive sur le recyclage et que c'est vraiment dans un dernier temps, le dernier exutoire, ça va être du coup l'élimination, donc l'enfouissement ou l'incinération. Donc là où les industriels, eux, invoquaient que on ne peut pas interdire du coup purement et simplement ces éléments plastiques parce que, regardez, on met en place des choses, on collecte ces produits plastiques pour les traiter ensuite. Eh bien non, le Conseil d'État a fait droit en fait à cette mesure qui venait interdire en rappelant la priorité aux mesures de prévention. Donc ça, c'est un peu les premières mesures qu'on a eues. Et quelques années plus tard, on a eu la fameuse directive européenne qui s'appelle Single Use Plastics en 2019, qui, elle, en fait, est venue se focaliser sur les plastiques qu'on retrouve le plus, on en a également beaucoup parlé, les produits plastiques à usage unique qu'on retrouve le plus sur les plages et qui sont donc à l'origine de la pollution des milieux marins. En fait, finalement, pas mal des produits qui ont été interdits par la directive étaient déjà interdits en France. Typiquement, les emballages, les récipients alimentaires pour boissons, etc., dont je viens de vous parler. Donc voilà, là, on était encore sur des mesures qui ciblaient certains produits. Et là où il y a eu un véritable tournant en France, c'est donc en 2020, donc c'est très récent, avec la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est vraiment la première loi en fait en France qui vient vraiment questionner en profondeur, ou en tout cas c'est ce qu'elle voulait, nos modes de consommation et de production, et qui a vraiment un axe spécifique de ce texte qui va être dédié donc à la sortie du plastique à usage unique. Donc encore une fois, on est sur l'usage unique. Mais ce qui est très important, c'est qu'avec cette loi, pour la première fois, on se fixe une véritable trajectoire. Bon, c'est pas appelé comme ça, mais nous, on peut l'appeler comme ça, une trajectoire de déplastification, puisqu'elle fixe à terme un objectif de sortie du plastique à usage unique d'ici 2040. Donc là, on a vraiment un objectif ferme, plus de produits à usage unique, d'emballage, pardon, en précisant, donc emballage et usage unique en 2040. Et enfin, cette mesure, en fait, elle est absolument nécessaire parce que quand on regarde les derniers chiffres de l'ADEME, le tonnage des emballages plastiques donc mis sur le marché, en fait, ils ont fait que progresser de manière constante, même si c'est assez... Enfin, il n'y a pas eu des sursauts non plus, mais ça continue de progresser. Enfin, sur les 10 dernières années, on a continué à mettre autant de plastique sur le marché. Et surtout, ce qui est aussi important de rappeler, c'est que parmi les emballages ménagers, le plastique, c'est la matière qui est le moins recyclée. Donc, c'est aussi important de le rappeler, puisque voilà, on a aussi parlé de recyclage beaucoup, et on sait que c'est beaucoup vanté, surtout par les industriels, comme un peu la solution miracle, alors que finalement, en fait, le recyclage, à ce jour, il est pas si opérationnel que ça. Et donc, on a ce premier objectif. Et ensuite, on a un décret qui est venu préciser un peu notre premier budget, comme pour les budgets carbone, en gros, un premier objectif intermédiaire. Donc, d'ici 2025, la France s'est fixée pour objectif de réduire de 20% ces fameux emballages plastiques, en précisant que 50% de cette réduction doit être obtenue via des solutions de réemploi. Et ça, c'est très important. D'insister sur le côté réemploi. Comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, quand on vient interdire le plastique à usage unique, eh bien, la première solution, on se tourne vers les solutions de substitution. Typiquement pour les couverts, pour les pailles, vous l'avez vu, ça a été très rapidement remplacé par du carton. Donc finalement, OK, moins de plastique, mais on reste sur un flux de déchets qui continue de croître. Il y a aussi eu des objectifs spécifiques qui ont été fixés sur les bouteilles en plastique. Alors, on a un objectif qui est fixé au niveau de l'UE, qui est de collecter, qui est un taux de collecte et de recyclage de 90% d'ici à 2029. Et la France, elle est un peu plus loin, en se fixant pour objectif d'ici à 2030 de diviser le nombre de bouteilles mises sur le marché, même si pour l'instant, quand on regarde aussi les derniers chiffres de l'ADEME, en fait, entre 2021 et 2022, par exemple, eh bien, le nombre de bouteilles mises sur le marché ont cru au contraire. Donc, ce qui est aussi important de rappeler, c'est que certes, on a une trajectoire de déplastification, on a cet objectif, mais cet objectif, en fait,
il est calculé en tonnage et pas en unité de vente. Et ça, c'est très important parce que là, c'est encore un des autres écueils de ces mesures anti-plastique, c'est que finalement, les entreprises, les industriels qui mettent des emballages plastiques sur le marché, et notamment on le voit beaucoup avec les bouteilles en plastique, eh bien, elles vont beaucoup investir dans l'éco-conception, donc faire en sorte de réduire au maximum le poids. Enfin, on le voit de certaines marques de bouteilles plastiques, voilà, on peut écraser, qui sont toutes fines, etc. Eh bien, voilà, parce que dans l'absolu, on cherche à diminuer le tonnage et non les unités de vente, bien que la loi AGEC prévoyait tout de même qu'à partir de 2023, il fallait aussi qu'un indicateur soit mis en place pour suivre quand même l'évolution du chiffrage des unités de vente. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, il est toujours en tonnage. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai fini. Ok. J'ai vraiment pas eu le temps de dire grand-chose. Bon, du coup, voilà. J'avais prévu aussi de parler pas mal du réemploi et du recyclage. Juste quand même des petites précisions. Quand on regarde en fait la stratégie donc des 3 R, donc réduire, réemploi et recyclage du coup sur la période 2020-2025, quand on regarde en fait cette stratégie, qui est un très long document, en fait, le ministère de la Transition écologique vient en fait détailler quels sont les financements publics qui sont donc aiguillés pour venir traiter de la question du plastique. Et ce qui est du coup très intéressant, c'est quand on regarde ça en détail, c'est qu'on voit qu'il y a quelques enveloppes qui sont prévues pour des projets de prévention et de réemploi. Mais à côté de ça, on a 10 fois plus d'enveloppes qui sont prévues, notamment pour des projets d'investir dans le tri, dans le surtri, dans le recyclage. Et surtout, et là, nous, à Zero Waste France, on commence à un peu alerter là-dessus aussi, que du coup, il y a beaucoup d'investissements qui sont placés dans le recyclage chimique, dont on ne connaît pas encore les effets, notamment en termes de polluants, etc. Donc, plutôt que de sortir du plastique, on va investir massivement des fonds publics pour développer des techniques pour pouvoir recycler davantage des matières qu'on ne sait pas encore recycler. Donc c'est ça, c'est vraiment savoir recycler ce résidu de plastique dont on ne sait pas quoi faire. Donc ça, évidemment, c'est assez frustrant. Et j'aurais bien aimé, j'avais prévu de parler un peu concrètement du coup des mesures qui avaient été mises en œuvre et un peu du coup analysées en pratique, si elles ont été appliquées ou non, mais j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, en 2 mots peut-être juste donner un exemple aussi, parce que de mesures très concrètes, par exemple, qui étaient prévues par cette loi. Donc, je disais de réduire notamment donc à la fois le nombre de bouteilles en plastique mises sur le marché, mais surtout, il y a une interdiction qui a été inscrite dans la loi qui est que les établissements recevant du public n'ont plus le droit de mettre à disposition des bouteilles en plastique. Et donc, le pendant en fait, de cette interdiction, c'était que donc, ces établissements doivent proposer en fait, des fontaines à eau, tout simplement. Il y a une association française, No Plastics in My Sea, qui a fait conduit une enquête récemment, et en fait 75% des lieux visités n'étaient pas équipés des fontaines à eau. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait on voit que la mise sur le marché en France des bouteilles en plastique continue de croître. Donc en fait les quelques mesures très concrètes, très ciblées, en fait, elles sont pas mises en œuvre. Et pour donner un autre exemple, dans la stratégie des 3 R, il y avait là pareil, les pouvoirs publics sont venus répertorier un peu les quick wins et là où ils pouvaient agir très rapidement pour réduire le plastique. Et notamment, il y avait beaucoup d'espoir sur la fin des emballages sous plastique ou en partie composés de plastique des fruits et légumes. Donc ça, c'était un peu une mesure phare. Bon, ça, c'est pas grand-chose, il y a déjà beaucoup de fruits et légumes qui sont vendus en vrac. La loi prévoyait que le pouvoir réglementaire devait adopter un décret d'application qui viendrait en fait préciser quels seraient les fruits et légumes en raison d'un risque de détérioration qui pouvait être du coup dérogé à cette interdiction. Le décret a été attaqué, encore une fois, par les organisations professionnelles des représentants des industriels du plastique. Il a été annulé parce qu'en fait, le texte avait été très mal écrit. En fait, il était prévu qu'il y ait des dérogations constantes sur quelques catégories de fruits et légumes, là où du coup le décret est venu exempter dans le temps, mais en soulevant ces exceptions, c'est-à-dire que le texte prévoyait que d'ici 2026,
tous les fruits et légumes pourraient être vendus sans emballage. Et donc, à cause de finalement ce texte qui a été très mal écrit, il a été annulé. Un nouveau décret a été pris. Au final, on a 29 exceptions, ce qui est énorme pour d'ailleurs certaines catégories de fruits et légumes comme les carottes ou les champignons qui sont déjà majoritairement vendus en vrac. Et du coup, le texte va rentrer en vigueur maintenant, donc 4 ans après l'adoption de la loi AGEC, alors que c'était censé être une des mesures principales pour réduire facilement le plastique. Donc on voit bien, voilà, on a quand même le petit mot positif pour la fin. Oui, comme tu le disais, la France est pionnière. On a une trajectoire de déplastification, donc c'est une avancée, mais voilà, il faut que derrière, il y ait plus de contrôle, au moins plus de contrôle de l'État et des sanctions plus fortes aussi en cas de non-respect des dispositions. Merci et désolée si j'ai pris trop de temps. Merci Bénédicte. Alors, effectivement, la France est pionnière, a pris des réglementations spécifiques, mais le plastique, c'est un problème mondialisé, globalisé, et donc, comme l'ensemble des problèmes environnementaux, la véritable approche d'un problème mondialisé, c'est de chercher des solutions dans un cadre globalisé. Et donc, les Nations Unies ont pris en charge de lancer une négociation internationale sur le traité de plastique, dont Sophie va nous dresser le contexte, les antécédents, et puis, ensuite va passer la parole aux étudiants pour nous détailler là où on en est. Merci. Oui, en fait, je ne vais pas vous parler du traité. Je laisse ça aux étudiants du Master Droit de l'Environnement. Je vais juste essayer de vous montrer comment on est arrivé à la décision de lancer des négociations sur un traité international de lutte de la pollution contre les plastiques en droit international. En fait, c'est une question qui est une partie du droit des océans, du droit de la mer. Alors pour une raison simple, c'est que la haute mer est régie par le droit international, donc naturellement c'est là qu'on est allé voir en premier, et la découverte par un océanographe de ce fameux continent de plastique dans le Pacifique Nord-Ouest en 97. Et en fait, on parle que de celui-là, mais c'est pas le seul. C'est en fait le plus grand, le continent de plastique. Alors on imagine quelque chose de très solide, mais pas du tout. Ça ressemble plutôt à une soupe de déchets. Mais en fait, on a cinq grands points comme ça de convergence dans les océans, 2 dans le Pacifique, 2 dans l'Atlantique, 1 dans l'océan Indien. Donc des plaques de déchets comme ça, on en a un peu dans tous les océans. Et c'est donc assez naturellement que les négociations internationales sur le plastique, c'est des négociations qui sont d'abord arrivées dans les enceintes de droit de la mer. On a voulu commencer à réfléchir sur comment réduire les débris et les microplastiques dans les océans, avec comme première organisation qui saisit assez vite de la question l'Organisation maritime internationale, qui à travers deux de ces conventions en fait, va réduire le rejet de déchets du transport maritime et des activités maritimes en mer. Et en même temps, elle va vite comprendre que ça suffira pas en fait de mettre juste des règles juridiques. Il y a tout un travail de sensibilisation à faire, notamment auprès des acteurs du secteur de la pêche. Et donc en parallèle avec Rio+20 se lance tout un projet, un grand partenariat mondial sur les déchets, où plusieurs organisations internationales décident qu'il faut sensibiliser, former sur les débris marins, les déchets marins. Pareil, dans le même temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déchets marins qui viennent de la pêche. Et on a un partenariat qui se met en place entre l'Organisation maritime internationale et la FAO pour former les pêcheurs. C'est pas toujours volontaire, ces rejets en pêche. Il y a des fois des abandons volontaires, mais il y a aussi beaucoup de matériel de pêche qui est perdu. Et donc, il y a toute une réflexion qui est lancée pour marquer les engins de pêche, pour pouvoir les retrouver, donc les appareils de pêche, pour pouvoir les retrouver en mer. Donc, comment les taguer, ce qui demande aussi beaucoup de moyens.
Et les moyens, ça amène en fait une troisième difficulté à l'Organisation maritime internationale qui se rend compte que oui, on peut interdire le rejet de déchets en mer, de déchets plastiques, mais que si on n'a pas les installations portuaires pour accueillir en fait les déchets des navires, en fait ça ne sert pas à grand chose. Et que c'est un des points faibles actuellement dans le monde, c'est qu'on a très peu d'installations portuaires correctement équipées. Donc ça a été son troisième travail, donc sensibilisation, équipement, capacité des États qui n'ont pas les moyens. Et puis petit à petit, en fait, cette question des débris marins et débris en mer et des microplastiques, elle va infuser dans d'autres organisations internationales. La Commission baleinière, par exemple, internationale, qui crée un ordre à son point, un ordre du jour, en fait, un point à l'ordre du jour. Chaque année pour faire le point parce que tous les mammifères marins, il y a des enchevêtrements dans les débris qui a été énormément multiplié lors de la Covid avec encore plus de rejets. Donc, bon, on a toutes ces organisations relatives à l'environnement marin qui saisissent de la question et en même temps, on se rend vite compte que ce n'est que 20% des plastiques en mer, ceux qui viennent directement des activités maritimes. Et que 80% des autres plastiques viennent de la Terre. Et que donc, si seules les organisations internationales d'environnement marin saisissent de la question, on n'arrivera pas à régler le problème. Alors là, on a d'autres organisations qui commencent à rentrer dans la boucle. On a la Convention de Bâle, par exemple, sur le mouvement transfrontière de déchets dangereux, qui décide de mettre les plastiques, d'amender en fait la Convention pour encadrer les mouvements transfrontières de plastique. Mais attention, les États ne voulaient pas qu'elle puisse encadrer tous les plastiques, donc uniquement les plastiques non recyclables. Alors, étant donné les discussions qu'on a eues tout à l'heure sur recyclable, non recyclable, ça interroge quand même un peu. On a deux autres conventions, la convention de Rotterdam et celle de Stockholm, qui sont sur les produits chimiques, et une autre sur les persistants, qui en fait, elles vont lister pour encadrer 16 produits chimiques qui sont des additifs au plastique. Mais 16, en fait, le chiffre est ridicule par rapport au nombre d'additifs qui existent. Donc on a des petites choses qui sont comme ça. Jusqu'au moment où l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement se pose la question de en fait, comment régler ce problème. Alors toujours par rapport en fait, au plastique marin, comment se régler ce problème de manière plus globale et où elle réunit un groupe d'experts. Donc on est en 2018, un groupe d'experts sur les débris et microplastiques marins. On est toujours vraiment sur cette idée du marin, en leur demandant de répertorier toutes les solutions qu'on pourrait trouver et même les solutions juridiques. Et ils vont se réunir donc plusieurs fois jusqu'en 2020. Et en 2020, en fait, ils proposent l'adoption ils disent dans les solutions, il faudrait peut-être négocier un accord contraignant. Et là, dès ce moment-là, on voit des oppositions entre les États. On a le Chili, par exemple, qui dit tout de suite non, il faut des approches régionales, pas une approche globale. À l'inverse, on va avoir la Norvège qui va elle, être plutôt proactive vers ce traité. Et il faut attendre 2022 pour qu'on adopte, en fait, on ait un consensus pour négocier un traité international sur le plastique. Mais en fait, c'est un consensus qui n'est vraiment qu'apparent, puisqu'on a 3 grands groupes d'États, en fait, dans ces négociations et qui seront détaillés après. On a un premier groupe qu'on pourrait dire les États proactifs. Et là-dedans, on a la Norvège, par exemple. La Norvège qui, d'un côté, donc, est proactive pour interdire la pollution plastique, mais a accepté l'exploitation des grands fonds marins. Donc attention, c'est pas parce qu'on protège d'un côté qu'on protège tout. Donc on a la Norvège, on a le Rwanda, qui a été vraiment à l'origine de ces négociations et qui va toujours dans ce sens-là, qui a adopté des lois nationales très ambitieuses. Et à l'inverse, on a l'Union européenne et les États de l'Union européenne, que moi, je ne classerai pas dans les États proactifs, parce qu'effectivement, ils suivent les États proactifs. Ils sont dans la coalition de la haute ambition, qui a été lancée par la Norvège et le Rwanda. Ils suivent ces États-là, mais par contre, ils n'ont pas de proposition originale, ils ne sont pas moteurs dans les négociations. Ils se cachent un peu derrière les autres États. Et d'ailleurs, l'Union européenne et même la France, c'est un peu tardif. Leur grande décision sur le plastique, elle arrive très tard par rapport à d'autres États. Et à l'inverse, on a des États qui sont très réticents, qui freinent les négociations assez fort.
Et là, on a l'Arabie Saoudite et l'Iran, et notamment l'Iran qui vient de créer en fait une petite contre-coalition dans les négociations, qui est une coalition pour le plastique durable. Donc, c'est-à-dire, on ne touche pas au plastique parce que le plastique n'est pas un polluant, donc on ne touche pas les questions de production, on ne met pas d'objectif de production, on ne fait pas de liste de polymères, etc. On veut que dans le traité, que le traité ne porte que sur les déchets, en fait, plastiques, et donc sur le recyclage éventuellement. Donc là, ça bloque énormément et l'Iran décrédibilise le président, dit qu'il n'a pas de légitimité parce qu'il est péruvien et que les Péruviens sont dans la coalition de la haute ambition. Donc ça tire un peu dans l'autre sens. Et entre les deux, il y aurait le Brésil et les États-Unis qui essayent de faire un dialogue en fait, entre les deux coalitions actuellement. Mais tout ce contexte-là, donc derrière ce consensus apparent de on veut tous un traité international, en fait non, il y a encore des résistances nationales très fortes qui expliquent qu'on n'est pas du tout sûr qu'on ait un traité à la fin de l'année. Voilà, merci. Ouais, donc, pour prolonger ce qui vient d'être dit, donc où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a la chance d'avoir un socle minimal commun pour un accord? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord? Est-ce que du coup le groupe des pays avec la plus haute ambition pourrait néanmoins conclure un accord entre eux? Quelles sont les perspectives, sachant que donc la conclusion d'un accord est prévue en théorie pour 2024? Première fois avec un micro, soyez indulgents. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous représentons les étudiants de l'Université Aix-Marseille. Nous avons travaillé sur l'écriture d'un dossier en fait, qui cherche à vulgariser le traité plastique, ou en tout cas son élaboration avec du coup, les négociations et puis le corps même du texte. Nous avons travaillé en groupe avec Soraya et moi-même et aussi avec nos chers amis étudiants, Mathilde, Julien et Eduardo, merci à vous. Et nous remercions tous également notre université pour nous avoir laissé, on va dire, saisir cette opportunité, et également le MAS Baudran. Donc, dans un premier temps, j'aimerais juste voir un petit peu en fait, une petite vue d'ensemble en fait, de comment s'est formé le traité. Donc, les Nations Unies s'est laissé 2 ans pour élaborer ce traité. Donc, le sujet même, c'est le plastique. Donc, on a pu voir ce matin que c'est un sujet extrêmement large qui concerne énormément d'objets, énormément de substances, et puis avec des enjeux forcément écologiques et sociaux, avec un outil qui se veut ambitieux, donc complet et obligatoire envers les États, et qui doit être négocié et accepté comme avec 193 États. Donc, c'est quand même un processus extrêmement long, mais qui en 2 ans, et dans le monde en tout cas juridique, est extrêmement court. Donc justement, pour être efficace dans les négociations, l'ANU, donc c'est l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement, a créé avec la résolution 514 le comité des négociations qui va justement mener les négociations, qui va rassembler les États et même une partie de la société civile. Donc ils se réunissent justement pour créer un instrument international juridiquement contraignant. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un texte à caractère obligatoire pour les États qui donc, le signent, donc, ratifient, donc, qui acceptent de l'appliquer avec des objectifs et des mesures spécifiques. Si jamais ils ne le respectent pas, ils vont avoir des sanctions. Donc c'est comme une punition, si vous préférez. Donc autant des sanctions économiques que également diplomatiques. Donc avec ce comité des négociations intergouvernementales, on a le rôle des groupes de contact, car on a énormément d'États parties, donc 175 pour la dernière session de négociation. Donc on va avoir une répartition en fait, des sujets parmi ces groupes, des sujets examinés. Donc par exemple, il peut y avoir un groupe sur les objectifs du traité, autant sur les éléments techniques, ou alors les modalités d'application et qui est concerné, etc. Et du coup, parmi ces groupes, en fait, ça va réunir tous les délégués des États et ça va permettre également de faire avancer ou de mettre en tout cas en lumière les objectifs de chaque État. Donc comme a pu présenter Madame Gambardella. Et puis enfin, on a le rôle des intersessions. Donc c'est ce qui se passe en fait, ce sont des sessions entre les sessions de négociation, qui en fait sont des travaux en amont. Donc on approfondit tout ce qui est les études des suggestions des groupes de contact, donc ce que veut chaque État. Et on essaie aussi de préparer les prochaines sessions de négociation.
Donc, même avec ce temps imparti, avec tous ces acteurs, toutes ces négociations, comme on l'a vu, il y a les pays pétroliers et producteurs de plastique qui bloquent l'avancée du traité et l'écriture du zéro draft. La dernière session qui s'est faite à Nairobi au Kenya, qui est d'ailleurs le siège de l'ANU, mais également un des pays victimes de la pollution ayant la plus grosse décharge du monde de plastique, donc ce n'est pas un hasard, n'a pas abouti. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont de nouveau reporté lors de la prochaine session qui se passe à Ottawa, au Canada, en avril 2023, la nouvelle version du traité, qui a de nouveau de nouvelles options et de nouvelles mesures qui vont malheureusement aboutir sur également des négociations complexes, avec de nouveau un risque de blocage, puisqu'évidemment, mettre d'accord 193 États, c'est assez compliqué. Et je voulais finir juste par des petits chiffres, qui va me permettre de faire une transition à mon amie Soraya. Donc, par exemple, juste pour vous donner une petite idée, lors de la deuxième session de négociation, on a eu 1656 participants, donc qui représentaient 169 pays. Et lors de la dernière à Nairobi, on a eu plus de 1500 participants. Et là, on compte les gouvernements, les organismes, donc autant l'ONU que des organismes internationaux, la société civile et également des acteurs du secteur privé. Tu en parleras évidemment. Merci à vous. Voilà, donc juste pour finir sur le traité plastique et où on en est, en fait, pour le moment, on s'est mis d'accord sur rien. Donc les États sont d'accord ni sur les principes à retenir, ni sur le champ d'application, donc quel cycle de vie on considère. Est-ce qu'on prend, on vous a expliqué ce matin que le cycle de vie du plastique est très long, est-ce qu'on va se considérer sur la fin de la chaîne ou est-ce qu'on prend vraiment une approche globale ? En fait, pour le moment, aucun consensus n'a été atteint. On ne sait même pas tout à fait ce qu'on va inclure dans le corps du traité, ce qu'on va reléguer en annexe, est-ce que les objectifs chiffrés, par exemple, si on se met d'accord sur des objectifs chiffrés, où est-ce qu'on va les faire figurer ? On ne sait pas parce que les oppositions, pour le moment, que vous avez exposées sont telles qu'en fait, on n'a pas pu avoir d'accord. Donc, ce qui est assez enthousiasmant, c'est qu'en un sens, tout est encore possible. Donc, on peut encore avoir un traité très ambitieux, mais on pourrait aussi avoir un traité très décevant. Et un risque réel par rapport à ça, c'est le rôle de plus en plus important qui est joué par les lobbies des énergies fossiles et de l'industrie pétrochimique, qui sont extrêmement présents lors des sessions de négociation et qui sont de plus en plus présents. Et à cet égard, le CIEL, donc, qui est le Centre de droit international de l'environnement, a alerté lors de la dernière session de négociation, qui était en novembre dernier, et a communiqué des chiffres et a dit « Attention, on a eu 143 lobbies énergie fossile et industrie pétrochimique enregistrés. » Donc 143, ça veut rien dire en fait dans l'absolu comme chiffre, ça dépend forcément des autres forces en puissance. En fait, c'est plus que les 70 plus petites délégations d'États réunies. Et surtout, c'est beaucoup plus que les scientifiques qui, eux, étaient 38. Donc on a 143 lobbies pour 38 scientifiques. On voit bien qu'on a un rapport de force qui est profondément déséquilibré. Et surtout, dernier élément de comparaison, ces lobbies-là étaient 36% plus nombreux qu'à la seconde session de négociation. Donc non seulement ils sont nombreux, mais en plus, ils sont de plus en plus nombreux. Et ils risquent d'être encore plus nombreux à la 4e session en avril et à la dernière session en novembre, puisque plus le temps passe, plus les enjeux deviennent énormes. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement dangereux quand on s'est un peu penché sur ce qui est possible, ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on va avoir un traité, quel traité on peut avoir. Si les lobbies sont aussi présents et si leurs voix sont entendues, on ne peut pas raisonnablement croire qu'on aura un traité ambitieux, tout simplement parce que leurs intérêts économiques sont exactement contraires à l'adoption d'un traité ambitieux. Par ailleurs, là, je vous ai pour le moment juste parlé des lobbies qui sont présents aux sessions de négociation, mais il y a aussi des lobbies au sein des délégations. 6 délégations d'États qui ont en leur sein, parmi les membres envoyés, des représentants des industries fossiles et de l'industrie pétrochimique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant en notre sens. Donc il faut rejoindre les organisations, les ONG qui demandent à ce qu'il y ait des règles strictes de conflit d'intérêts pour ce qui est de la composition des délégations, mais on peut aussi interpeller les décideurs publics et attirer l'attention sur cette présence de plus en plus inquiétante des lobbies, qui n'est pas d'ailleurs limitée à ce traité-là. On a vu que les COP sont également de plus en plus infestés de ces énergies néfastes. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel il me semble qu'il faut qu'on soit tous un peu collectivement vigilants quand on surveillera le futur des négociations. Merci beaucoup.
Alors, est-ce qu'il y a des conditions minimales de majorité pour adopter ce traité? Et puis, est-ce qu'il y aura quand même un socle minimal sur lequel même les plus réticents accepteraient de souscrire le traité? Alors, justement, c'est un des problèmes. C'est-à-dire que, pour vous dire un peu l'état même des négociations et à quel point c'est lent, ils ne sont même pas mis d'accord sur comment voter. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on fait à majorité, si on fait, oui, donc majorité, puis, ou alors un accord général. Donc même ça, c'est bloqué en fait. Et ça reste de nouveau une question pour la session, la prochaine session de négociation. Ouais. Et pour compléter un peu juste sur les objectifs, c'est une des rares choses qui ont été discutées. Et on est d'accord sur le fait que le traité doit mettre fin à la pollution plastique. Le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord sur ce que ça veut dire de mettre fin à la pollution plastique. De quel plastique on parle? Est-ce que c'est les plastiques non nécessaires? Ce que eux appellent non nécessaires, donc ça veut dire qu'il y a des plastiques nécessaires qui seraient encore autorisés. Et puis ça veut dire quoi, mettre fin à la pollution plastique? Est-ce que c'est juste une gestion efficace des déchets, comme le font évidemment valoir les États pétroliers? Ou est-ce que ça veut dire arrêter d'extraire des énergies fossiles pour produire les matières plastiques? Et sur ce point-là, les États ne sont pas du tout d'accord. Et moi, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils pourraient tomber d'accord. Oui, sur les blocages pour l'adoption du traité, en fait, ça a paralysé toutes les négociations à Paris. On n'est jamais arrivé à discuter du fond du traité, puisqu'ils ont discuté que de ça, avec deux options. En fait, ils veulent adopter le traité par consensus. Donc, c'est-à-dire, si personne ne s'oppose, on l'adopte. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, à l'inverse. C'est comme ça qu'on a adopté l'accord de Paris ou les derniers grands accords. Mais ce que veulent certains États, c'est qu'en cas de blocage, si on n'arrive pas sur un consensus, qu'on puisse passer un vote pour quand même adopter un traité. Et là, c'est sur ce point-là spécifiquement que ça bloque, puisque notamment la Chine, les États-Unis ne veulent pas du tout de cette solution de vote en dernier recours. Pour eux, s'il n'y a pas consensus, il n'y a pas d'accord. Donc on en est toujours là. On passera aux questions après. Ah, on passera aux questions. Ok. Une clinique juridique, c'est un espèce d'exercice juridique au sein des universités. C'est des groupes de travail d'étudiants qui vont être sollicités par des organisations ou parfois même par le gouvernement directement sur un projet juridique. On va leur dire, nous, on a ça comme problème juridique. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels seraient vos conseils? En gros, c'est un groupe d'études. C'est un peu l'aspect concret. Et comme on est en droit, on dit ça. Oui, en fait, c'est une traduction de l'anglais clinics. Voilà, c'est pas au sens de clinique hôpital, mais c'est plutôt au sens de cas clinique qui permet une mise en pratique de cours théoriques. Je passe la parole du coup aux étudiants de Dauphine qui ont travaillé sur, donc de la clinique juridique de Paris-Dauphine, qui ont travaillé sur les questions de mise en œuvre par les collectivités territoriales des politiques de réduction de l'usage du plastique. Et je laisse la parole donc aux étudiants. Merci beaucoup, bonjour à tous et toutes. On est ravis d'être là parmi vous. Merci beaucoup au Mas Baudran et Alex Ferranda de nous avoir invités et pour l'organisation de cette journée. Donc, comme on l'a dit, on fait partie d'un master de droit public, gouvernance publique et régulation économique de l'Université Paris-Dauphine. Et c'est dans ce cadre que nous participons à la clinique juridique, cet exercice de cas concret spécialisé en droit de l'environnement qui est dirigé par la professeure Béatrice Parence, qu'on remercie aussi, qui a bataillé pour que nous puissions être là cet après-midi pour vous présenter nos travaux. Dans ce cadre-là, nous avons rejoint ce projet qui était justement de réfléchir à comment accompagner les collectivités territoriales et notamment les communes, encore plus en particulier la ville de Marseille qui a un partenariat avec le Mas Baudran, dans la déplastification de ces marchés publics.
On a eu l'envie de rejoindre ce projet pour deux choses, car les collectivités territoriales ont des compétences qui sont intéressantes dans les notions de déplastification. Elles ont des compétences à la fois au niveau scolaire, par exemple, en ayant la main au niveau du premier degré, donc école maternelle et primaire. Également, c'est la commune qui gère la police des marchés et foires, donc tout ce qui est marché de plein air. Donc plein de thématiques intéressantes. Et aussi, ce qui nous intéressait, c'est que les collectivités locales, et notamment les communes, sont très proches des populations. Et quand on parle d'imaginaire et d'impact sur le grand public et les populations, c'est un échelon administratif qui est extrêmement intéressant. À titre d'exemple, par exemple, la ville de Marseille, quand on parle de restauration collective, qui utilise parfois du plastique à usage unique pour les plats, c'est 55 000 repas par jour, donc ça a un impact écologique important, ça a un impact culturel qui est aussi, voire plus important. Au niveau national, par exemple, au niveau des universités, un sujet que je connais plus, c'est 27 millions de repas. Donc c'est quelque chose de très important et ça peut marquer les populations pour essayer de transformer ces imaginaires. Donc je vais laisser la parole à Sixtine qui va présenter la partie de nos travaux, tout ce qu'on a fait depuis septembre. Donc, on vient ici pour vous présenter un peu nos premiers travaux. C'est un projet de clinique juridique qui s'étend sur l'année entière. Nos premiers travaux, c'était un peu notre première prise de connaissance sur le sujet, sur les acteurs et sur ces enjeux, même si on avait évidemment tous notre sensibilité personnelle sur le sujet. On a tout d'abord commencé par une note de synthèse qui venait synthétiser notre premier tour d'horizon sur les thématiques et on s'est particulièrement concentré sur la question de la commande publique puisque évidemment la clause environnementale des commandes publiques c'est une question purement juridique qui nous a parlé un peu à tous les trois. Puis on est venu approfondir sur 5 fiches techniques sur des sujets en particulier qui s'adressaient aux compétences des communes. Ce qui était pas mal intéressant au niveau des communes, c'est d'abord puisque l'objectif c'est avec le MAS d'avoir un partenariat avec la ville de Marseille, mais également puisque dans les communes il y a des maires de petites villes qui n'ont pas forcément une aide juridique et des services juridiques pour les assister et donc recueillir des informations sur les compétences, les enjeux plastiques, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des grands impacts dans ces domaines-là, des outils juridiques à disposition, ainsi qu'un guide des bonnes pratiques pour montrer ce qui se fait ailleurs et pouvoir donner une assistance, un guide facile d'accès aux communes. On aura travaillé sur 5 thématiques, donc 5 fiches, qui reviennent d'ailleurs sur des thématiques qu'on a abordées tout au long de ce colloque, que ce soit la question des marchés en plein air avec les sacs en plastique, ce qui a été évoqué plutôt d'ailleurs par le représentant de la ville de Marseille, sur les questions donc, de la commande publique qu'on a repris, la restauration collective, comme l'a évoqué Mathis plus tôt, l'agriculture urbaine, on a retrouvé notamment le sujet des géoplastiques, et enfin la construction des bâtiments publics, qui sont des thématiques qui nous ont été suggérées par le MAS notamment pour travailler. Et je vais repasser la parole à Mathis pour parler un peu du futur de cette clinique et de ce qu'on espère faire dans les 6 prochains mois. Donc oui, comme l'a dit Sixtine, le projet s'étend sur toute l'année pour nous concernant, puisqu'on passe, si tout va bien, en Master 2 à la suite. Néanmoins, c'est un projet qui peut s'étendre sur la durée, mais nous, notre objectif dans les 6 prochains mois, c'est d'accentuer les liens avec déjà la ville de Marseille, avec qui on a un partenariat, peut-être d'autres collectivités locales, mais également par d'autres acteurs. Je pense notamment à Zero Waste, on a déjà été un petit peu en contact, mais ça va se concrétiser pour réfléchir, pour regarder qu'est-ce qui a été fait, quelle est leur expertise sur ces questions-là, et également aussi d'essayer de répertorier encore plus d'outils, parce que beaucoup
de choses sont faites en appui aux communes. Je pense notamment, il y a une plateforme qui a été mise en place par le ministère de la Transition écologique qui répertorie des clauses environnementales à ajouter au contrat public. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet qu'elles soient bien intégrées et qu'elles ne posent pas de problème de concurrence entre les entreprises candidates, etc. Donc c'est un travail qui va nous demander, enfin, qui va nous concerner pendant les 6 prochains mois. Et également, on va essayer de suivre les réglementations également, de spécifier, parce qu'il y a des obligations selon les types de marchés publics. Je pense notamment à la construction, qui a quand même des contraintes spécifiques, à la restauration, encore une fois, et donc d'essayer de dresser un bilan encore plus précis pour aider ces collectivités-là. Oui, et en effet, on est 2 ici sur scène, mais il y a Adrien aussi qui est avec nous, donc on est 3 à constituer ce groupe et on avance tout au long de l'année. Voilà, merci de votre écoute. Et donc j'ai une question. Donc, dans votre analyse, est-ce que le Code de la commande publique permet d'ores et déjà à une collectivité d'avoir un impact fort sur la réduction de l'usage des plastiques à usage unique dans les différentes politiques publiques qu'elle met en œuvre? Alors, le Code de la commande publique a été modifié récemment en 2021 par la loi Climat Résilience. La loi qui est issue de la Convention citoyenne pour le climat, donc les 150 citoyens et citoyennes qui ont été tirés au sort pour réfléchir aux politiques publiques de la transition écologique, qui a placé une échéance qui est le 21 août 2026 pour justement, c'est au-delà de laisser la place, c'est d'obliger les marchés de commande publique à instaurer des clauses environnementales et de faire leur sélection toujours avec un critère environnemental. Donc ça, c'est une obligation. Il y a même une obligation la date a été décalée pour certains secteurs extrêmement particuliers, notamment en matière de décarbonation en juillet 2024. Donc c'est déjà une obligation qui est fixée. Aujourd'hui, les communes, en général, toutes les personnes publiques qui font des marchés publics sont assez libres dans leurs clauses. L'essentiel, c'est de respecter les critères de sélection et l'égalité entre les entreprises candidates. Et donc, ça peut, si notamment on parlait des petites communes, si elles ne sont pas assez accompagnées, ça peut poser quelques problèmes. Mais en effet, elles sont libres, elles sont même encouragées à le faire. Voilà. Si je puis rajouter, il y a également une obligation d'adopter des SPASR maintenant, qui sont pour les collectivités des stratégies où ils sont obligés de se poser la question et d'adopter une stratégie pour leur clause environnementale. Et ce qui est assez intéressant quand on parlait d'imaginaire, c'est de voir les documents qui sont produits où les communes et même les collectivités territoriales en général se posent vraiment la question de ce qui est important dans les plastiques qu'on utilise aujourd'hui et ce qui doit être gardé et ce qui doit absolument être conservé dans les matériaux. Et notamment pour la restauration collective, si on enlève le plastique, quelles sont les propriétés qu'on doit vraiment garder? Est-ce qu'on a besoin de confort, de transparence, etc. Ou quelles sont les propriétés qui sont les plus importantes dans le plastique aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut abandonner? Tu veux dire quelque chose? D'accord, merci. Donc on a compris que les collectivités territoriales pouvaient avoir un rôle très important dans les politiques de réduction plastique. Moi, j'ai une question à poser à Bénédicte. Dans la loi AGEC, le droit peut agir de multiples manières pour sortir du plastique. Donc, on a évoqué les mesures d'interdiction et de réduction, mais il y a aussi d'autres modes d'action. On a des possibilités de taxation, d'incitation financière, de responsabilité des producteurs, d'indication ou d'information pour les consommateurs. Qu'est-ce que Zero Waste soutient comme type d'action les plus efficaces? Il y a beaucoup de choses. J'en parle rapidement parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure. Quand on parlait en fait souvent quand il y a des objectifs de réduction et quand on lit aussi la stratégie des 3 R, etc.,
y a vraiment l'idée de réduction pure, justement la question aussi de suppression de ce qu'on appelle les emballages inutiles ou réduction en poids, etc. Alors qu'en fait, le pendant de ça, c'est surtout en fait de recourir au réemploi. Et donc, nous, un de nos gros combats en ce moment, c'est le retour de la consigne. Et on est aussi un peu embêtés parce qu'il y a certains acteurs et actrices qui promeuvent de plus en plus la consigne pour recyclage, qui en fait, comme son nom l'indique, n'est pas du tout une consigne, hein, c'est une collecte. Donc on a déjà le tri, normalement on a déjà le bac jaune pour le plastique, mais en fait pour encourager davantage les gens, pour augmenter en fait les taux de collecte, eh bien on va mettre ces bornes qui ressemblent, comme dans les pays en fait qui ont une vraie consigne, du coup pour nettoyer les bouteilles, qu'elles soient en verre ou en plastique, eh bien des bornes, mais pour des bouteilles qui vont quand même finir par être recyclées. Mais il y a quand même un peu ce côté incitatif parce que du coup on met sa bouteille, on peut récupérer soit un bon d'achat, soit une somme d'argent. Donc voilà, ça a déjà commencé à être déployé et nous justement ça fait partie pour nous, voilà, encore une fois des fausses bonnes solutions, hein, puisque du coup on commence à équiper notamment les supermarchés de ces bornes-là, alors que nous on aimerait des bornes comme ça, mais pour la vraie consigne, pour le verre, pour vraiment remettre en usage les contenants. Donc ça c'est une chose. Je ne sais pas si j'ai le temps de rentrer dans le détail parce que tu évoquais à l'instant la responsabilité élargie des producteurs. Donc en fait, en France, la responsabilité élargie des producteurs, c'est un peu l'incarnation en matière de déchets du principe pollueur-payeur. Hein. Donc les metteurs en marché qui mettent des produits sur le marché, eh bien, ils sont responsables de la fin de vie de ces produits. Aujourd'hui, en fait, comment fonctionne ce système ? On a des filières de déchets. Suivant, par exemple, on va avoir une filière emballage, une filière, on parlait beaucoup du bâtiment, une filière bâtiment, une filière ameublement, etc. Il en existe aujourd'hui 25. Donc la loi AGEC a doublé les filières qui sont soumises en fait à ce principe, hein, c'est-à-dire les metteurs en marché doivent s'organiser en fait pour collecter les déchets. Elles vont être soumises à un certain nombre d'obligations. Mais en fait, en général, aujourd'hui, en fait, comment sont gouvernées ces filières qui en fait donc les producteurs ils vont pas toutes les entreprises ne vont pas elles-mêmes en fait collecter, elles s'organisent au travers d'instances qui s'appellent des éco-organismes qui en général vont elles-mêmes du coup déléguer les tâches de collecte aux collectivités territoriales notamment. Et donc en fait il y a des cahiers des charges, donc c'est des décrets en fait qui sont adoptés par filière qui vont fixer un certain nombre d'objectifs. Sauf que aujourd'hui, chacune de ces filières, du coup c'est un peu compliqué d'aller vite là-dessus, mais en général elles vont être consultées sur à chaque fois du coup qu'on veut venir modifier certains des objectifs de réduction de réemploi, etc., qui sont propres à une filière. Elles vont être consultées. Donc depuis la loi AGEC, les associations font partie en fait de ces comités de parties prenantes. Donc Zero Waste, nous on en suit certaines, mais voilà, il y en a beaucoup. On peut pas toutes les suivre, ça prend du temps. C'est des sujets très techniques. Enfin, voilà, on manque clairement de moyens pour faire ça. Mais ce qui est assez frustrant aujourd'hui, c'est que en fait la plupart des filières, il y a que sur la filière emballage dont le nouveau cahier des charges vient d'être adopté, qui aujourd'hui en fait reprend les objectifs légaux de réduction de 20%, etc. de matières plastiques, qui reprennent les objectifs légaux qui sont incorporés dans leur cahier des charges. Mais on ne retrouve pas ça dans toutes les autres filières. Quelque chose que la loi AGEC a aussi permis, c'est d'introduire des modulations environnementales. En fait, les producteurs, concrètement, chaque année, ils vont payer à leur éco-organisme une somme en fonction du nombre de produits qu'elles mettent sur le marché. Et cette somme, cette éco-contribution, elle peut être revue à la baisse ou être plus importantes, donc qui sont pénalisées, par exemple, si en fonction de critères environnementaux, notamment à partir sur la filière emballage, si les emballages qu'ils mettent sur le marché incorporent 15% de matière recyclée, eh bien, par exemple, ils vont bénéficier d'une prime. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce système de bonus-malus, en fait, les dernières études qui ont été faites, qui maintenant remontent à 2020-2021, en fait, il y a un faible impact. Aujourd'hui, il y a des nouveaux bonus et malus qui ont été votés, notamment sur la filière emballage. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation, en fait, pour les éco-organismes et les metteurs en marché de vraiment
produire en fait des données qui permettent vraiment d'évaluer si oui ou non le fait de pénaliser par exemple, les metteurs en marché parce qu'ils mettent des produits qui ne sont pas assez durables, pas assez bien éco-conçus, etc. Voilà, donc pour l'instant, les premiers éléments qu'on a nous dit plutôt qu'en fait, ça n'a pas un effet suffisamment désincitatif. Donc voilà, en fait, l'enjeu, c'est vraiment qu'aujourd'hui, au sein de ces cahiers des charges, il y ait des vrais objectifs de réduction et que, notamment, mais aussi de réemploi, il y a de plus en plus, ce qui a pu être développé avec la loi AGEC, c'est aussi des fonds réparation qui obligent dans certaines filières, en fait, à allouer des montants pour que nous, les individus, quand on va vouloir réparer, je ne sais pas, notre machine à laver ou notre pantalon, eh bien, on peut bénéficier d'une aide, en fait, d'une aide financière à la réparation. Mais là encore, voilà, c'est des... tous ces dispositifs en fait qui existent, nous, voilà, notre travail de plaidoyer au quotidien, c'est toujours de pousser en faveur d'objectifs plus importants, de primes plus importantes, etc. Et voilà, aujourd'hui, on a des dispositifs, mais qui vont jamais assez loin. Et aussi, comme je le disais, en fait, voilà, c'est le mode de gouvernance typiquement des filières REP. Nous, on est là en tant qu'association, mais il y a surtout des metteurs en marché. Voilà, l'environnement, c'est pas du tout, même si, ces filières ont été instaurées pour des raisons de protection de l'environnement, mais au final, c'est pas du tout ça qui est en jeu, quoi. Quand on assiste aux discussions au sein de ces comités. Merci Bénédicte. Donc effectivement, il y a le problème du contrôle de l'application concrète de ces différents dispositifs. Je crois que c'est le moment de passer la parole à la salle. Exactement. Merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, j'avais une question sur le traité international sur les plastiques. Je me demandais si vous aviez eu... J'étais assez effarée d'entendre qu'il y avait 38 scientifiques présents. Et je me demandais si, autour de ce traité, avait été évoqué, puisqu'il me semble que c'est dans l'actualité de l'Assemblée des Nations Unies, la question d'un groupe international d'experts sur la pollution, à l'image du GIEC, qui permettrait davantage de fédérer et de faire pression sur... Je ne sais pas si c'est des choses qui ont émergé, et si vous avez eu vent de ces questions-là autour du traité et de l'éventuel impact que ça pourrait avoir. Et une question plus factuelle, quand vous avez parlé des 6 délégations d'États qui ont des lobbies, vous pouvez les nommer, s'il vous plaît ? Alors, sur la première question, sur un espèce de GIEC de la pollution, ce serait bien, effectivement, ça permettrait de rééquilibrer un petit peu. Ce n'est pas envisagé de manière institutionnelle dans le cadre des négociations pour le traité plastique. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une coalition de scientifiques indépendants, donc qui s'est nommée comme telle, qui est une initiative qui vient de la sphère scientifique. Et quand j'évoquais les 38 scientifiques tout à l'heure, ils appartiennent à cette coalition. Donc eux, ils viennent aux sessions de négociation. Il faut aussi souligner que dans la résolution adoptées par les Nations Unies qui sont à l'origine du traité, l'importance de la science a été mentionnée. Et en fait, dans les résolutions même antérieures qui ont mené à l'adoption du traité, les Nations Unies ont beaucoup souligné l'importance d'en savoir plus sur la pollution marine et sur ses conséquences sur les écosystèmes au sens large. Donc la question de la science n'est pas complètement absente, mais elle ne revêt pas le rôle que vous évoquez pour le moment, et je ne pense pas qu'on en arrive là non plus. Par rapport aux 6 délégations qui avaient des lobbyistes énergie fossile et industrie pétrochimique en leur sein, je ne les ai plus en tête, mais je vous invite à aller consulter le rapport que le Ciel a fait sur la question parce qu'il est accessible en ligne et il est tout à fait édifiant, et effectivement c'est important de savoir qui ce sont pour après pouvoir aller mettre des petites pressions sectorielles le cas échéant. Pour compléter sur votre première question, il y a effectivement ce qui est en discussion, c'est peut-être la création d'un groupe scientifique, enfin, d'une plateforme science-décision, comme on les appelle, sur les produits chimiques. Donc ça toucherait en partie la question plastique.
Sauf qu'on est très loin du GIEC pour plein de raisons. Et je pense que la plus importante, c'est qu'en fait, une grande majorité de la recherche qui est menée dans ce domaine-là est financée par le privé, ce qui n'est pas le cas sur le climat et ce qui n'est pas le cas sur les océans, parce qu'on a aussi dans les tuyaux la création d'un GIEC de l'océan, l'IPOS. Donc voilà, ça pose quand même des questions d'indépendance, d'impartialité. Et donc je ne pense pas qu'on puisse le comparer, même si ça voit le jour, au GIEC. Il faudra être un peu plus critique. À mon avis. J'ai une micro-question, parce que là, on a parlé effectivement de justice au niveau du traité international, etc. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment vous articulez, puisqu'on a parlé effectivement ce matin d'une action contre Danone, par exemple, comment vous articulez, que ce soit pour le traité ou que ce soit sur la collectivité de Marseille, en fait, dans ce que vous faites, comment vous voyez les actions juridiques contre une entreprise précise, engagée par un particulier, une ONG, une association, etc., et ces actions au niveau national ou international. Est-ce que vous pensez que les deux sont complémentaires? Est-ce que vous pensez, puisque vous l'avez dit vous-même, le traité c'est génial, mais vous avez un petit doute sur le fait que quand même on arrive à un moment à un texte, parce qu'on a bien vu que ces lobbies, on les connaît, c'est compliqué de lutter contre eux. Voilà, savoir comment... Il se trouve que moi, j'ai une vie avant d'être journaliste sur les questions d'environnement, j'étais journaliste judiciaire. Et moi, je suis convaincue aujourd'hui que la justice, mais pas que le traité, on est d'accord, en 2 ans, c'est fulgurant au vu de ce qu'on peut faire en droit international, donc, même si c'est très compliqué. Mais la justice privée, on l'a vu beaucoup aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, justement, dans vos études ou dans vos cliniques, de regarder un petit peu ça. Aux États-Unis, il y a beaucoup de procédures, notamment sur les entreprises privées, des particuliers qui ne peuvent pas recycler je voyais des gens s'énerver avec les dosettes de café, etc., qui ont gagné en justice, parce qu'aucune n'est recyclable dans tout le pays, où on peut, je vous engager des actions contre des emballages plastiques aujourd'hui avec un Triman, qui est pourtant la filière de tri, le meilleur logo, des emballages de ketchup, micro-emballages de ketchup multicouches, qui sont recyclables. Est-ce que vous pensez, vous avez déjà eu des envies, des idées, de saisir aussi la justice privée, entre guillemets, qui peut engager des choses? Merci. Déjà, merci pour votre question, parce qu'elle est très très intéressante et ça m'a fait le lien. Alors, Sixtine et moi sommes étudiants en droit public, donc c'est quelque chose qui est un peu plus distant de nous. Néanmoins, j'aurais tendance à penser que pour arriver à ces contentieux et à ces décisions de justice ambitieuses, il faut essayer de faire bouger les textes, les lois. L'exemple que j'ai en tête, on en a parlé aux tables rondes précédentes, c'est le devoir de vigilance, par exemple, qui est un texte de loi et donc qui a fait l'objet au départ de négociations. Bon, c'est du droit interne, mais de négociations, d'acteurs qui ont essayé de faire bouger les choses. Ça rejoint aussi un petit peu tout ce qui se passe au niveau de négociations internationales, au niveau communautaire également, au niveau européen, où on a des textes qui vont contraindre des entreprises, des acteurs privés à des obligations qui pourront par la suite faire l'objet de recours. Donc je pense que tout cela est complémentaire. Après, sur notre travail en particulier sur les collectivités, je pense que l'ampleur et le constat sur le plastique, mais en général sur la crise climatique et environnementale, est tel que chaque acteur, quel qu'il soit, s'il prend sa part de manière assez ambitieuse, et c'est totalement indispensable pour atteindre les objectifs et pour essayer d'atténuer au maximum les enjeux liés à cette crise. Pour compléter un petit peu... On m'entend ou pas? Oui. Pour compléter un petit peu plus, c'est une trop bonne question, parce qu'effectivement, le droit ne sert à rien si on ne l'utilise pas. Donc la question, lorsqu'on parle du traité, c'est est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose? Est-ce que les particuliers pourraient s'en saisir? Et à mon sens, la réponse est évidemment oui. Et on commence à avoir des précédents, même en France, où, pour ce qui est de l'accord de Paris notamment, on a pu reconnaître une carence de l'État et dire voilà, l'État n'agit pas de manière conforme à ses engagements internationaux. Là, on peut tout à fait imaginer exactement la même réflexion. Donc, on part du principe qu'on a un traité plastique qui est adopté, super, on est content, et il reconnaît soit un objectif de fin de la pollution plastique, soit même une réduction de la production plastique, ce qui est sans doute le plus probable, mais ce qui serait déjà mieux, parce que là, on prévoit une augmentation exponentielle du plastique, donc si on diminue un petit peu, on sera quand même content. Et bien, dans ce cas-là, dès lors qu'on a inscrit cet objectif-là,
que les États ont ratifiées. Alors, s'ils ne prennent pas des mesures pour s'y conformer, on peut les poursuivre en justice et engager des actions pour carence de l'État. Et le Conseil d'État est déjà allé en ce sens et il y a eu des condamnations. Donc, si on a un traité qui est adopté, et je pense qu'à terme, il y aura un traité qui est adopté, on pourra tout à fait envisager des actions. Juste un petit complément également. Donc, aussi au-delà de la question du contentieux stratégique, comme utiliser le devoir de tirer le fil du devoir de vigilance pour demander une trajectoire de déplastification aux entreprises en raison des risques liés au plastique, ou l'affaire du siècle où on est allé pour la première fois utiliser l'accord de Paris, mais aussi la stratégie nationale bas carbone, etc., pour tirer le caractère contraignant de certaines mesures de l'État. Au-delà de ça aussi, c'est aussi s'assurer que les textes soient adoptés, soient assortis de sanctions suffisantes. Et c'est souvent là que le bât blesse, du coup, en droit de l'environnement. C'est qu'en général, on a des interdictions, mais les sanctions derrière sont pas assez fortes. Là, on parle sur des exemples très précis sur les déchets, par exemple. Nous, une mesure qu'on avait beaucoup portée au sein de Zero Waste pendant notre travail de plaidoyer sur la loi AGEC, c'était d'obtenir l'interdiction de vaisselle jetable dans les établissements de restauration sur place. Donc en fait, c'était une mesure qui visait les fast-foods, puisqu'entre-temps, le plastique avait été remplacé par les cartons, etc. Sauf que donc aujourd'hui, cette mesure, elle est pas du tout respectée, même si elle est entrée en vigueur donc 3 ans après la loi AGEC. Et donc, ces grosses entreprises avaient largement le temps de s'adapter. Et bien, en fait, la sanction encourue pour non-respect de cette obligation, en fait, c'est une contravention et une amende relativement faible. Et donc ça, évidemment, c'est très problématique ici. Donc maintenant, on a un texte sur lequel, du coup, on peut porter plainte contre des entreprises qui ne respectent pas certaines obligations, mais en fait, les sanctions encourues derrière sont dérisoires. Merci Bénédicte. Encore une question ? Oui, merci pour vos interventions. Donc moi, je voulais d'abord, par rapport à ce qu'a dit Didier au début sur les CFC, rappeler une petite chose par rapport au fait qu'on soit arrivé très vite. On avait un président des États-Unis, Reagan, qui avait été lui-même, en privé, concerné par le sujet. Et puis on avait une première ministre britannique, Margaret Thatcher, qui était chimiste. Donc le sujet a avancé très vite. Et là, je me demande quels sont les relais qu'on va avoir au niveau des grands élus dans les grands États qui pourront relayer ce sujet des plastiques. Et on n'est pas devant tout à fait la même chose. Ensuite, je croise maintenant avec un phénomène de géopolitique que tout le monde connaît, la haine de l'Occident. Moi, j'étais à Paris lors de la session du traité en mai l'année dernière. Et quand même, j'ai assisté, on était avec Philippe Bollot, le député avec qui j'ai fait le travail sur la pollution plastique. On a assisté à 2 journées entières avec des interventions de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Russie, de la Chine, etc. Tout le temps sur l'histoire du consensus ou pas, etc., pour freiner. 2 journées où rien n'avait avancé. Et parce que ça a été mentionné tout à l'heure, moi j'étais choquée que la France n'intervienne pas. Pas un mot des négociateurs français. L'Europe est intervenue une fois, une toute petite fois, de façon très molle. Et ensuite, on a auditionné avec Philippe, on a auditionné le président Meza Quadra, justement après ça. Et je lui ai dit, moi, ce que j'en pensais. Alors, son avis, c'était qu'il fallait laisser parler les pays pour que tout ça se libère un petit peu et que, grosso modo, on allait avancer quand même. Et d'ailleurs, après, les 3 journées suivantes, il y a eu quand même du travail de fait. Mais quelque part, quand je lui dis que j'attendais des paroles fortes de la France notamment, il est diplomate, hein, donc il n'a rien dit, mais quelque part, effectivement, on n'a pas, nous les Occidentaux, une parole assez forte sur ces sujets. Donc on doit pousser, franchement, nos gouvernants à avoir... Alors là, les négociateurs, moi j'étais accréditée par le gouvernement, donc voilà, je ne suis pas rentrée trop dedans, mais voilà, c'est quand même un gros sujet, et notamment sur toute la géopolitique mondiale. Nous, les pays occidentaux, on n'est pas suffisamment présents, et pourtant on a des idées fortes. On est forts, nous, ne serait-ce que l'Europe. Donc voilà, j'avais plein d'autres choses à dire, mais voilà, je me limite.
Merci. J'appelle les autres étudiants des cliniques des universités de Aix et de Dauphine de monter sur scène parce que c'est un travail collectif. Et en tout cas, je tiens à les remercier, les féliciter. Et je pense qu'on peut tous les féliciter pour ce travail qu'ils nous ont donné en plus de leur cours. Voilà. Donc bravo à toutes et tous. Oui, donc merci à tous. Et donc, on peut conclure que le droit sera évidemment un élément décisif, mais évidemment pas suffisant pour sortir du plastique. Il y a évidemment l'ensemble de la mobilisation de la société, mais aussi des enjeux géopolitiques qui effectivement rendent très compliqué un objectif de sortie du plastique. Merci à tous.